Si tu souhaites en tirer un maximum de bénéfices de tous les contenus que je propose et également mettre en application facilement, pas à pas, avec toutes les astuces que je te donne à travers mes podcasts, mes vidéos et plein d'autres contenus, je t'invite à aller regarder le guide de contenu BDO que je propose, qui est le lien en tout premier dans la description de cet épisode de podcast. Et sinon, je te souhaite un très bon épisode. À très vite. Ciao. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode sur le sélénium et le dernier épisode. Donc si t'as pas écouté les 2 précédents, je t'invite énormément à les écouter puisque celui-là, c'est un petit peu un épisode un peu plus avancé. On va vraiment parler de supplémentation et également des aliments fortifiés en sélénium et de pourquoi et de comment en fait c'est fait, toute cette histoire-là. Mais les 2 premiers épisodes sont très importants puisque dans le premier, j'ai parlé des différents rôles du sélénium, de pourquoi est-ce qu'il en faut, connaître le pourquoi concernant le sélénium, et dans l'épisode 2 j'ai plutôt parlé du comment, c'est-à-dire comment avoir de bons taux de sélénium et les différents points à faire attention, qui sont notamment très liés à la supplémentation et à la fortification, que je vais parler dans cet épisode. Donc il faut au moins que tu aies écouté l'épisode 2 si tu veux bien comprendre cet épisode et bien comprendre pourquoi je dis certaines informations. Donc au niveau de la supplémentation, alors déjà la supplémentation en sélénium, effectivement c'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très courant. Mais il y a quand même une bonne partie de la population qui se supplémente en sélénium sans forcément le faire de manière volontaire, puisque déjà le sélénium c'est souvent un oligo-élément qu'on met dans les multivitamines. Et les multivitamines, généralement les personnes les prennent dans une optique de avoir suffisamment de tous les nutriments, hein. C'est un petit peu, il y en a ils font ça purement par flemme, il y en a d'autres c'est un petit peu plus fait intelligemment on va dire. Et le sélénium, effectivement, dans pas mal de multivitamines s'y retrouve, ce qui fait qu'on supplémente en sélénium avec nos multivitamines, même si c'est souvent pas le nutriment principal qu'on recherche à travers nos multivitamines. Donc il y a déjà ça qui est important. Alors souvent dans les multivitamines, c'est souvent du sélénium sous forme inorganique. Ça a un petit peu son importance, je vais en parler d'ici très peu de temps. Parce que effectivement, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 2, mais il y a du sélénium sous forme organique et du sélénium sous forme inorganique. Et même si ça paraît être un détail anodin, au niveau de la supplémentation, ça a quand même un petit peu plus d'intérêt puisqu'on commence à découvrir certaines choses au niveau de la littérature, même si ça reste encore assez flou. Donc ça c'est, on va dire, c'est la première source au niveau de la supplémentation. Donc c'est les multivitamines. Après, si une personne veut vraiment se supplémenter en sélénium de manière spécifique, ce qui reste quand même très rare, c'est justement donc à travers en fait une bactérie, enfin une levure plutôt, plus exactement, à travers une levure qui justement, donc on dit que c'est une levure, alors je sais pas trop comment traduire ça, on appelle ça une selenized yeast, donc yeast c'est levure en anglais, je sais pas si je l'ai bien prononcé, et selenized en fait ça veut dire que c'est une levure qui est extrêmement riche en sélénium. Et du coup ça c'est vraiment la supplémentation la plus courante du moins. Alors je sais pas si c'est encore la plus courante, mais pendant d'énormes années ça a été la plus courante, puisque à la fois c'est très peu cher, c'est-à-dire que cette levure à acheter elle est très peu chère, et c'est de la sélénométhionine qui est dedans, hein, c'est la principale forme de sélénium apportée, et comme dit dans l'épisode numéro 2, même si l'aspect conversion dans les tissus n'est pas forcément le plus intéressant, l'absorption reste quand même très importante, et ça fait que si on en consomme une quantité relativement intéressante par rapport à nos besoins journaliers, ça fait que on va très vite atteindre nos apports en sélénium, et donc on ne risque pas la carence. Donc ça c'est très intéressant. Donc ça c'était vraiment pour l'aspect supplémentation en sélénium. Alors la supplémentation en sélénium c'est quelque chose qui reste quand même assez rare, hein. C'est-à-dire que parfois c'est certaines pathologies qui nécessitent de supplémenter en sélénium, mais pour un individu lambda, la supplémentation n'est pas nécessaire. Puisque après, je vais parler des aliments fortifiés, et aussi avec les différentes choses que je t'ai parlé dans l'épisode 2, tu peux très vite arriver à de bons taux sélénium sans trop d'efforts. Mais de manière générale, la supplémentation, il y a différents facteurs qui impactent son efficacité, évidemment. Donc il y a la forme de sélénium qui est utilisée dans les suppléments, hein, c'est-à-dire que on a vu que dans les multivitamines, c'est de la forme inorganique. Et par exemple dans la levure en question c'est de la sélénométhionine, donc de la forme organique. Et justement la différence que je voulais dire, c'est que ce qui est bien dans les multivitamines, le fait que ce soit de la forme inorganique, c'est que puisque dans la multivitamine il y a plein de nutriments différents, souvent on fait pas trop gaffe au dosage, c'est-à-dire que
Si on prend la levure riche en sélénium, on fait gaffe au dosage parce que ici notre but c'est vraiment que de prendre du sélénium. Donc on fait attention à bien prendre le dosage comme il faut en fonction de nos apports. Par contre dans la multivitamine, tellement il y a de nutriments différents en des proportions différentes, on fait pas forcément trop attention et du coup ça peut potentiellement être dangereux pour certains nutriments présents dans le multivitamine, même si souvent ils sont conçus de manière à ce que ça n'arrive pas. On peut très vite atteindre un niveau qui est trop haut et qui peut amener à une toxicité selon les nutriments. Et en fait ce qui est intéressant c'est que les formes inorganiques de sélénium paraissent être moins dangereuses au niveau de la toxicité que les formes organiques. C'est-à-dire que pour une même quantité consommée de manière caricaturée, entre une forme organique et inorganique, eh bien la forme inorganique a beaucoup moins tendance à amener des symptômes de toxicité au niveau du sélénium. Donc ça c'est pour ça que au niveau du multivitamine, c'est on va dire mieux que ça soit de la forme inorganique, même si ça reste évidemment un détail. Alors il y a pas que la forme de sélénium utilisée dans les suppléments qui compte au niveau de l'efficacité, et évidemment la dose, ça c'est assez logique, et il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la formulation du sélénium, du supplément plutôt, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a en fait avec le sélénium dans le supplément, c'est-à-dire que parfois, alors c'est rare et souvent c'est que c'est des marques qui sont pas très bonnes, eh bien on met dans un supplément plusieurs nutriments qui ont pourtant des interactions entre eux et du coup qui peuvent potentiellement s'empêcher l'absorption en fait de l'un par rapport à l'autre. Par exemple, si je parle du zinc et du cuivre, si on met du zinc et du cuivre en de grosses quantités dans un supplément, c'est une très mauvaise idée puisque le zinc généralement va très vite bloquer l'absorption en fait du cuivre et ça peut très vite mener à une déficience en cuivre. Ça peut aussi être l'inverse, mais souvent c'est dans ce sens-là. Donc c'est juste un exemple pour illustrer ce que je voulais dire. Donc là on a vu un petit peu l'aspect supplémentation qui reste je pense un aspect plutôt culture générale pour toi parce qu'il y a très peu de chances que tu aies besoin de te supplémenter puisque effectivement on fait de la fortification des aliments. Donc c'est à dire que qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'ailleurs j'espère que c'est fortification qu'on dit et que c'est pas encore un terme anglais que j'ai oublié de traduire, mais la fortification en fait c'est le fait de rajouter du sélénium durant la culture des différents aliments. Donc ça peut se faire de différentes manières, aussi bien durant vraiment l'agriculture, c'est-à-dire l'étape où les végétaux en fait sont encore en train de pousser, ils sont encore dans la terre, etc. Ou alors ça peut aussi se faire directement quand ça a été déjà, comment dire, ça a été déjà pris par les agriculteurs. Enfin ça a été pris et du coup on enrichit ensuite les différents céréales, etc. qui ont été... alors j'ai vraiment plus le mot, là j'ai un gros trou de mémoire, qui ont été pris en sélénium, de manière à ce que par exemple quand on nourrit les animaux, eh bien les céréales qu'ils mangent soient directement enrichis en sélénium, même s'ils l'étaient pas de base. Donc en fait cet enrichissement se fait de différentes manières, enfin ça se fait d'une manière très similaire, mais par exemple... généralement, c'est par exemple quand les agriculteurs ils passent souvent des engrais, des choses comme ça, ils peuvent effectivement passer aussi une forme de sélénium bien spécifique, qui est souvent le sélénate de sodium, si je le traduis bien. Alors il n'y a pas que le sélénate de sodium, il y a aussi le sélénite de sodium, pardon, mais c'est une forme qui est très efficace pour enrichir le sélénium, enfin pour enrichir les végétaux en sélénium justement. Puisque en plus c'est une forme qui n'a pas trop de risque de toxicité par rapport à d'autres qui pourraient être utilisées mais du coup qui ne sont pas utilisées. Et au niveau de l'absorption, alors il y a quelques différences, c'est-à-dire que le sélénite de sodium il est lui par exemple absorbé à environ 50% et il est mieux retenu que le sélénate de sodium, donc c'est l'aspect conversion dans les tissus dont on avait parlé. Par contre le sélénate de sodium effectivement il est presque parfaitement absorbé, on pourrait dire à peu près 90%, mais par contre il y a effectivement un grand nombre de ce sélénate de sodium qui est excrété dans les urines et du coup qui est non incorporé dans les sélénoprotéines qu'on veut pourtant produire. Donc ça en fait c'est intéressant parce que, alors même si effectivement ces deux formes de sélénium là, c'est pas forcément celles qui sont le mieux absorbées, le mieux converties, eh bien le fait d'en ajouter dans les aliments va faire que de manière générale, quand on va consommer l'aliment, on va absorber au final et du coup utiliser au final plus de sélénium et ça fait que ça peut très vite éviter les carences de sélénium dans le cas notamment où on cultive nos différents aliments sur des terres qui sont pauvres en sélénium parce qu'effectivement c'est
en fait, cet enrichissement, ça a été commencé, il me semble, en Finlande, si je dis pas de bêtises. Ça date des années 70, je crois. Enfin, ça date d'un certain temps. Et ça a été débuté puisque effectivement la déficience en sélénium commençait à être connue et on voulait tout simplement l'éviter, hein. Et la Finlande a mis en place en fait ce système de directement enrichir les aliments directement pendant l'agriculture, pendant la culture. Et effectivement, ça a eu de très très bons résultats puisque la population a très vite énormément diminué sa prévalence de déficience. Et du coup, ça a été quelque chose qui a été en quelque sorte mondialisé. Et ça fait que maintenant, beaucoup de pays, et surtout ceux qui ont des terres reconnues comme étant pauvres en sélénium, mettent en place de manière à justement ne plus avoir ce problème de déficience en sélénium. Et ça fait que cette supplémentation, enfin pas cette supplémentation, mais cet enrichissement des aliments va faire que au final, on se rend compte que la supplémentation en sélénium est dans la majorité des cas encore moins utile que prévu, hein. C'est-à-dire que c'est très rare qu'on ait réellement besoin de se supplémenter en sélénium à travers toutes ces mesures qu'il y a à côté. Et du coup, c'est un petit peu pour ça que je voulais en parler dans cet épisode, puisque effectivement, avec l'épisode 2, hein, quand je parlais des terres et du fait que un pays peut être très très vite très pauvre en sélénium, on peut très vite directement se courir vers les supplémentations, alors que ici, les pays font en quelque sorte des différentes actions qui mettent en place pour justement lutter contre ce problème des terres. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'en parler dans cet épisode. Donc, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas en tout cas à me le faire savoir. J'espère que ces 3 épisodes sur le sélénium auront été suffisamment complets pour que tu puisses avoir suffisamment d'informations sur ce nutriment pour à la fois en avoir de bons taux, également savoir vraiment à quoi il sert dans ton corps, pourquoi est-ce qu'il a un intérêt aussi bien pour tes performances sportives que pour ta santé en général. Et sinon, on se dit à très très vite pour des prochains épisodes de podcast. Allez, ciao ciao.